Actuellement, avec plusieurs des clientes que j'accompagne, on en arrive à la partie du processus durant laquelle je leur propose de tourner à nouveau leur regard vers l'extérieur. Ce sont des personnes qui ont été victimes de relations toxiques, donc pas nécessairement avec un pervers narcissique. Il y en a une, en l'occurrence, pour qui c'est le cas. Ça peut être aussi pour des violences parentales, des violences conjugales, des violences au travail, des violences dans un club de sport, que sais-je. Et ça fait quelques semaines que, ensemble, on part à leur reconnexion, on travaille à leur libération. Elles se rencontrent, elles se retrouvent, elles se reconnectent à ce qui est important pour elles. Et aujourd'hui, elles sont prêtes à vivre l'expérience, l'étape ultime de leur libération pour qu'elles puissent vivre une libération qui est profonde, qui est vraie et qui les détache de toutes les douleurs qu'elles ont pu développer à l'égard de cette situation. Donc, l'objectif que je poursuis avec elles désormais, c'est de pouvoir changer la perception, l'histoire qu'elles se racontent à l'égard de l'histoire qu'elles ont vécue. Et c'est une étape tellement importante, tellement gratifiante et tellement libératrice que je me suis dit que j'avais envie de la partager avec toi. Avant de commencer, il y a deux choses contre lesquelles j'aimerais te mettre en garde. La première, c'est que si ton processus de guérison est assez jeune, les propos que je vais tenir aujourd'hui dans cette vidéo risquent de te paraître complètement ahurissants. Donc ce que je te propose, c'est pas de t'arrêter tout de suite, parce que ce que je vais te dire est quand même extrêmement intéressant. Mais ce que je te propose, c'est de continuer la vidéo avec le maximum d'ouverture d'esprit possible dont tu es capable actuellement. Puisque comme ça, ensemble, on va pouvoir semer dans ton cerveau une petite graine qui va germer, qui va pousser et qui va pouvoir te donner une orientation vers laquelle tendre pour orienter en fait ton schéma de guérison. Donc peut-être que dans quelques temps, tu n'en auras rien à faire, ça ne t'intéressera pas, mais au moins ça peut te donner une idée du niveau de libération et donc de liberté que tu peux vivre malgré ce que tu as vécu. La deuxième chose, c'est que la personne qui t'a fait du mal, je m'en fous. Je m'en fous complètement, puisque les propos que je vais tenir peuvent peut-être faire germer l'idée dans ton esprit que je défends la personne qui t'a fait du mal. C'est faux. La personne qui t'a fait du mal, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Ce qui m'intéresse, c'est ta libération, c'est ta guérison. Ce qui m'intéresse, c'est ta reconnexion. Ce qui m'intéresse, c'est que tu développes cette croyance que tu es plus fort ou plus forte que ce qui t'est arrivé. Qu'importe ce que tu as vécu, ça va même au-delà des relations toxiques. Je ne sais pas si tu as vécu une agression, si tu as vécu une agression sexuelle, si tu as vécu une agression physique, verbale, psychologique, économique, si tu as été licencié, si tu as vécu une maladie, quoi que tu aies pu vivre. Quoi que tu aies pu vivre, premièrement, ça ne te définit pas. Deuxièmement, tu es plus fort que ça. J'en suis convaincue. Et tous les outils que je te donne, ici en vidéo gratuitement, dans le podcast, dans la lettre privée, je t'invite à t'inscrire partout si tu en as envie, et que j'approfondis dans mes accompagnements, tout ça a pour but que tu développes cette certitude que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, tu es plus fort, plus forte que ça. Je referme ma parenthèse. Donc le processus que je propose maintenant à toutes ces clientes, se déroule en 2 étapes. C'est les étapes ultimes. Une fois qu'elles ont dépassé ça, elles disposent de tous les outils et la mentalité nécessaires pour vivre la liberté à fond dans toutes leurs relations. Et c'est trop génial de les voir se libérer, de les voir se détendre, de les voir ouvrir les bras à la vie pour l'accueillir à nouveau, enfin, pleinement, véritablement, puissamment et donc librement. La première étape consiste à développer l'idée selon laquelle aucune forme de méchanceté n'est véritablement gratuite. La facture de la méchanceté est extrêmement élevée pour tout le monde, tant pour le coupable que pour la victime. Derrière chaque acte, il y a une histoire, il y a une vision du monde, il y a une raison. Mon grand-père était avocat et il me répétait souvent que lorsqu'il défendait des personnes coupables d'actes odieux, ce n'est pas la personne que l'on condamnait ou qu'il défendait, qu'on le condamnait justement, mais les actes qu'il avait commis. En revanche, lui, ce qu'il défend, du coup, c'est la personne, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'on ne remet pas en question tous les actes qui ont été commis, toutes les atrocités qui ont été commises, mais on peut comprendre, on peut expliquer l'acte qui a été posé par le parcours, l'histoire, la perception, les croyances développées par la personne coupable de ces actes. Et donc, il faut vraiment que tu puisses entendre l'idée que rien n'est jamais fait contre toi. Rien ne te concerne en fait directement. Nous ne sommes que les dépositaires en fait de l'intention que les autres ont vis-à-vis d'eux-mêmes.
Tout ce que l'on fait, absolument tout, que ce soit bienveillant ou malveillant, on le fait d'abord pour soi. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est parce que ça nous fait plaisir de faire un cadeau à quelqu'un. Lorsque l'on fait du mal à quelqu'un, c'est parce que l'on vient nourrir quelque chose. Peut-être que l'on répare une injustice, peut-être que l'on exprime sa colère, peut-être que... Je sais pas, on a besoin de se faire remarquer, peut-être qu'on a besoin d'être reconnu, je sais pas. Mais chaque acte que l'on pose, on le fait d'abord pour soi. Donc à aucun moment, en fait, dans toutes ces histoires, il n'est question de toi. À aucun moment ça te concerne en fait. Et là où je trouve que c'est libérateur, première chose, c'est que ça veut dire que tout ce que tu as vécu, c'est pas de ta faute. Tu peux, en développant cette idée-là, te libérer totalement de la culpabilité. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si tu as été maltraité, c'est pas de ta faute si tu as été violé, c'est pas de ta faute si tu as été battu, c'est pas de ta faute si tu as été insulté, c'est pas de ta faute si tu as été trahi, c'est pas de ta faute si tu as été humilié, c'est pas de ta faute. Tu n'as été que le dépositaire d'une intention d'une personne vis-à-vis d'elle-même. Tu n'as été que le miroir d'une personne qui a vu son reflet en fait et qui se bat en fait contre elle-même. Rien n'est de ta faute. Tu n'as rien fait pour mériter ce que tu as vécu, pour être puni ou pour justifier ce que tu as vécu. C'est juste l'autre qui avait besoin d'exprimer quelque chose. Et la problématique là-dedans, c'est que parfois, on exprime certains besoins de manière qui peut être qualifiée d'atroce. Oui, donc une fois de plus, comme je le disais au tout départ, il ne s'agit pas d'excuser les gestes qui ont été commis. Je ne remets pas du tout, mais alors du tout en cause ta souffrance, je ne remets pas du tout, mais alors du tout l'aspect répréhensible des actes qui ont été posés, mais je dis que tout s'explique, tout se comprend, et du coup tu peux lâcher le fardeau de la culpabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que tu as lâché le fardeau de la culpabilité, eh bien tu romps le lien que nourrissait en fait la posture bourreau-victime, puisque dans une relation dans laquelle un jeu de pouvoir se met en place, pour que le bourreau puisse agir, manipuler par exemple la victime, il faut que d'une manière ou d'une autre, la victime donne son accord pour être manipulée. Alors ça peut se faire de manière inconsciente, évidemment c'est pas volontaire, ou ça peut se faire dans le temps, etc. Mais il y a une relation qui s'installe avec deux personnes qui jouent un rôle. Mais une fois que tu n'as plus la culpabilité, une fois que tu as compris que tu n'es qu'un miroir pour l'autre, une fois que tu as compris qu'en fait on est tous face à soi quelque part, plus de culpabilité, donc plus de remise en question de ta posture, de ton rôle dans la relation, et donc plus de lien de manipulabilité en fait, puisque tu as compris que c'est de soi à soi que les choses se passent. Donc, première phase, apprendre à considérer le fait que toute intention est d'abord tournée vers soi. On répond tous à nos besoins de la façon dont on le peut au moment où les choses se produisent. Je le répète souvent, mais je suis convaincue que, une fois de plus, qu'importe les erreurs qu'on a pu faire, et je ne remets pas ça en cause, mais au vu de certains parcours, au vu de certaines histoires, au vu de certaines perceptions du monde, au vu de certaines cultures, eh bien, on fait ce qu'on peut à l'instant T avec ce que l'on a reçu, avec ce que l'on possède, avec ce dont on dispose en termes de ressources mentales, intellectuelles, émotionnelles, culturelles, etc. On fait ce qu'on peut. Parfois, effectivement, ça, c'est la merde, clairement. Mais on fait tous ce qu'on peut et il ne s'agit que de soi, avec soi. La deuxième étape, là on monte encore d'un cran, ça va être d'accepter et d'être capable de constater que tous les comportements que l'on exècre chez l'autre, d'une certaine façon, dans certains contextes, eh bien, on est capable de les avoir aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que tu acceptes de te dire que, par exemple, moi j'ai agi parce que je souffrais, ou j'ai agi parce qu'on m'a fait ci, ou on m'a dit ça, eh bien, il serait totalement incohérent de l'accepter pour toi, dans ton travail de deuil, de réparation, de reconstruction et tout ça, et de ne pas l'accepter chez l'autre. Alors bien sûr, ces comportements, ils peuvent être hérités. Par exemple, si je prends mon exemple, moi j'ai grandi dans la violence, donc j'ai hérité d'une certaine forme de violence qu'il fallait que j'exprime d'une manière ou d'une autre. Mais on peut aussi partir du principe que, comme je le répète souvent également, toujours dans les podcasts ou dans la lettre privée, on a tout en nous. On a autant le pouvoir d'être bon que d'être mauvais. C'est du 50-50. Et donc, parfois, on exprime une partie de soi que l'on renie, que l'on rejette, parce qu'on ne veut surtout pas prendre conscience que l'on a cette capacité-là. Mais il y a des fois où on exprime de la violence, il y a des fois où on exprime de l'agressivité, il y a des fois où on exprime du mensonge, il y a des fois où on fait usage de la manipulation, et on passe tous par là.
Et tu vas me dire, oui non mais c'est pas vrai, moi je suis pas quelqu'un de violent, j'ai jamais agressé personne, etc. Je te prends un exemple, on va reprendre l'exemple de la violence. Si on prend par exemple, je sais pas, la communauté végane, il y a beaucoup de leurs membres qui deviennent véganes parce que ils luttent farouchement contre la violence animale. Eh bien, ils luttent contre la violence animale, mais pour lutter et faire passer leur message, certains ou certaines n'hésitent pas à faire usage de violence contre des personnes, contre des institutions, contre des métiers, pour faire entendre leur message. Et ce sont des gens qui luttent contre la violence. Idem, je ne sais pas si, dans des cas moins gros, si ton conjoint t'a déçu, eh bien que tu choisis de lui faire la gueule le jour de son anniversaire, tu lui parles pas, c'est une forme de violence. Dès lors que l'on projette notre haine sur quelqu'un, je sais pas, ton oncle a fait du mal à ta petite sœur par exemple, tu vas dire que ce mec est un connard, qu'il ferait mieux de crever, qu'il faut leur couper les couilles et tout, c'est une forme de violence. Si, pour répondre à ton mal-être, je sais pas, tu te mets à fumer, tu te mets à boire, tu te mets à être addict aux jeux vidéo ou à la drogue ou à que sais-je, c'est une forme de violence. Donc, sûrement à un degré moindre que ce que tu as reçu, mais tu es capable de violence. Tu es capable d'agressivité, tu es capable de ce que tu exècres chez les autres. Et ce point de vue, d'aller regarder en fait ce que l'on juge durement et émotionnellement fortement chez l'autre, eh bien ce sont souvent des comportements que l'on refuse de voir en soi. Et une fois qu'on en arrive là, on en arrive justement à une ouverture, à une compassion et à un lâcher-prise qui est immense et qui est réel, puisque l'on considère qu'on est tous humains en fait, et qu'on fait tous de notre mieux. Et dès lors que cette porte s'ouvre pour soi, eh bien elle s'ouvre pour l'autre, et ça nous permet de nous respecter et de mettre des limites. Et c'est là que l'on en arrive à la limite justement du développement personnel. Personnellement, ça a été l'une des difficultés que j'ai eu le plus de mal à surmonter durant mon travail de développement personnel. Ça a été de considérer que mettre des limites, c'était ok en fait, puisque à partir du moment où je me suis dit que tout était explicable, que tout était compréhensible en fait du comportement des autres, j'avais du mal à me positionner et à prendre ma place en fait dans mes relations. Et on retrouve ça souvent, par exemple des enfants qui vont justifier la violence de leurs parents sur le fait que ils ont été méchants ou ils ont été, difficiles comme gamins, hyperactifs, que sais-je, ou même dans des relations de violence conjugale où on va entendre oui mais la pauvre, il a grandi dans un contexte violent, donc je peux comprendre qu'en fait c'est ce qu'il a appris et donc il le reconstitue. Mais il faut vraiment être capable d'entendre que se respecter et poser ses limites, c'est pas arrêter d'aimer. Au contraire, en fait. Il y a des moments où il vaut mieux faire les choses, même si elles sont dures, par amour, que d'attendre que ça se nécrose et que ça pourrisse et que ça explose et que de toute façon ça blesse déjà les deux protagonistes de l'histoire, mais pourquoi pas plus de personnes encore. Et je dis souvent, et je le répète, que aimer c'est aussi savoir partir, aimer c'est aussi savoir laisser partir, aimer c'est prendre les décisions pour se respecter, et se respecter c'est pas arrêter d'aimer. Poser ses limites c'est pas arrêter d'aimer, c'est faire ce qui est juste pour soi. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Donc, voilà l'idée que j'avais envie de partager avec toi. Donc, en gros, pour retenir les deux grosses phases, la première, c'est de considérer que toute intention est d'abord tournée vers soi, donc il n'y a pas de méchanceté véritablement gratuite. Et la seconde, c'est d'être capable d'accepter que les comportements que l'on exècre et que l'on reproche à l'autre, on est capable de les mettre en œuvre aussi. Et donc, de prendre en considération le fait que nous sommes tous humains avec nos blessures, avec nos fêlures, avec nos difficultés et avec notre façon de réagir face à l'adversité. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Sache que si tu as envie d'aller plus loin dans ce processus, que tu as envie de le vivre, que tu as envie de te libérer de relations comme ça qui ont été difficiles pour toi, que tu veux vivre ce processus de libération, de reconnexion, tu peux prendre rendez-vous avec moi via le premier lien qui se trouve dans la description. N'hésite pas, je t'accueillerai à bras ouverts, j'ai hâte de travailler avec toi, de te faire vivre ce processus de changement. Et puis si tu as envie de me soutenir dans mon travail, dans ce que je partage avec toi, n'hésite pas à me le montrer en partageant, en commentant, en faisant ce que tu veux qui me permette de me montrer un peu plus aux yeux du monde, à un peu plus de monde. Voilà, manifeste ta présence comme tu le souhaites pour que d'autres puissent être présents avec nous. Je te laisse là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.